Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ensemble sous leurs applaudissements hier soir après 4 jours de négociations intenses sur la photo pour l'histoire, Olivier Faure, Marine Tondelier et Manuel Bompard qui se félicitent sous l'œil des caméras de l'accord trouvé, un programme commun dont on connaîtra le détail à la mi-journée. Une chose est sûre, les négociations ont été âpres, notamment sur les questions internationales. Le Hamas n'est toujours pas reconnu comme une organisation terroriste. C'est un mouvement qui commet des actes terroristes, chacun appréciera la nuance. Elle permet en tout cas au NPA de Philippe Poutou de rejoindre le Front populaire. Le nouveau parti anticapitaliste classé à gauche de l'extrême gauche pourrait bien constituer une sorte de ligne rouge pour les électeurs sociodémocrates. Jacques Serret. Sa principale figure, Philippe Poutou, l'ancien candidat à la présidentielle. Ce parti rejoint la coalition des partis de gauche. Aura-t-il des circonscriptions ? La réponse du premier secrétaire du Parti socialiste. On peut avoir un candidat du NPA. Oui, bien sûr, aucun problème pour Olivier Faure sur RMC. Qu'il y ait aujourd'hui des gens qui se battent avec nous contre l'extrême droite, ça me semble être un point important. Oubliez le communiqué du NPA le 7 octobre dernier, le jour de l'attaque terroriste islamiste du Hamas contre Israël. Ce parti avait assumé les massacres, les qualifiant, je cite, de moyens de lutte que les Palestiniens ont choisis pour résister. Aujourd'hui, le Front populaire n'a rien à redire. Jacques Serret du service politique d'Europe 1, lui non plus, ne trouve rien à redire. François Hollande se dit favorable à cette union. L'ancien président salue un accord qui a su dépasser les divergences. Outre la question du Hamas, il y a aussi celle d'Adrien Quatennens, condamné pour violence conjugale. Sa candidature pour les législatives est maintenue. Alors, chez les Républicains maintenant, on est loin d'être en ordre de marche alors que la date limite du dépôt de candidature approche. Dimanche 18h, c'est le délai légal fixé par la loi électorale. Il reste donc 2 jours aux Républicains pour désigner et investir leurs candidats. Situation proche du blocage. Accroché à son fauteuil, le président Éric Ciotti conteste son exclusion en justice. Le tribunal de Paris examinera son référé dans la journée. Jugement attendu dans la foulée. Alors depuis l'Italie, où il participe au sommet du G7, Emmanuel Macron lui est revenu sur les raisons qui l'ont poussé à dissoudre l'Assemblée nationale. Un sommet consacré notamment à la guerre en Ukraine, mais le président n'a pas échappé aux questions sur la situation en France et c'est assez inédit. Le chef de l'État a accepté de répondre franchement sur les raisons qui l'ont poussé à dissoudre, presque un début de mea culpa. Ça m'a pas fait plaisir dimanche. Ça fait 7 ans que je travaille comme un fou pour que le pays aille mieux, que les réformes avancent, donc je l'ai pris pour moi. Je veux dire, pour cette majorité. Ça m'a pas fait plaisir, évidemment que ça m'a touché. Et j'ai dit, on doit absolument redemander aux Françaises et aux Français de clarifier. Et leur dire aussi qu'on a compris, il y a des choses qui vont changer. On a compris ce qu'ils disaient sur le ras-le-bol des questions d'insécurité, d'immigration. Il faut aller plus vite, plus fort. Il faut des choses maintenant massives. Ça doit changer plus fort. Sur le pouvoir d'achat dans certaines catégories, certaines régions, sur les difficultés de la ruralité, sur aussi le sentiment que la lutte contre les discriminations, le sentiment d'assignation à résidence, ça bouge pas assez vite. Donc il y aura un jour d'après de ces élections. Et j'ai entendu le message. Mais je pense que c'est pas sain si j'avais juste dit j'ai entendu le message puis on continue comme avant. Emmanuel Macron hier au sommet du G7 en Italie. Il faut maintenant convaincre les électeurs sur le terrain. Mission confiée à Gabriel Attal, le Premier ministre chef de file de cette campagne pour les législatives. Premier déplacement à Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais pour soutenir le candidat de la majorité dans une circonscription où le Rassemblement national fait de très bons scores. Reportage Lionel Gougelot. Devant des lycéens qui l'interpellent. Faut se battre. Faut peut-être pas encore tous voter, mais vous pouvez convaincre, vous pouvez militer. Ou un responsable associatif. On fait le maximum. Tout n'est pas parfait, mais en tout cas, on essaye d'aller dans la bonne direction. Gabriel Attal en mission électorale dans une ville où le Rassemblement national dépasse les 40%. Illustration du défi qui attend la majorité au niveau national. On est dans un moment difficile. Il faut aller convaincre les Français. Et moi, je suis pas du genre à baisser les bras. Voilà. Des applaudissements, quelques selfies sous le soleil, mais aussi des opposants de gauche qui se font entendre. Un Premier ministre sur le terrain pendant que d'autres négocient des accords. Des partis d'opposition qui se parlent à eux-mêmes, qui font des questions d'accords, de boutiques, etc. Mais qui parlent aux Français, qui parlent des Français. C'est ça l'important. Donc nous, on est là sur le terrain à échanger avec les gens. Mais David, l'un des électeurs du RN ici, n'y voit qu'une tentative désespérée de sauver les meubles. Mais complètement, mais oui, là jusque le 30, là ils vont se donner à corps et âme. Mais c'est foutu, c'est fini, c'était avant qu'il fallait se réveiller. C'est plus maintenant, c'est tout, c'est terminé. Les 500 tracts imprimés en urgence n'ont finalement pas été distribués. À Boulogne-sur-Mer, l'équipe de campagne s'étant rendu compte au dernier moment qu'il y avait une faute d'orthographe. Reportage Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France. Législative, mais côté sondage, avec notre baromètre hebdomadaire Opinionway pour Europe 1, CNews et le JDD. Le RN de Jordan Bardella toujours en tête des intentions de vote, 32%. Le nouveau Front populaire obtient 25%. La majorité présidentielle, troisième avec seulement 19%.
Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h06. Dans l'actualité également ce matin, stupeur à Bercy. Un journaliste russe a été arrêté pour intrusion illégale. Il se trouvait dans les locaux du ministère de l'économie. Et on ne peut s'empêcher de faire le lien avec les multiples cas d'ingérence sur le sol français. L'homme en question a été arrêté alors qu'il prenait des photos. Jean-Baptiste Marty, que sait-on de cette mystérieuse visite ? Eh bien, il est presque 14h lorsque les policiers sont appelés pour une intrusion dans cette annexe du ministère située dans le 13e arrondissement de Paris. Sur place, au 7e étage, ils découvrent un homme, portable en main, en train de prendre des photos devant le bureau du chef du cabinet de la DGCCRF, le service en charge de lutter contre les fraudes et la contrefaçon. L'homme présente alors une carte de presse russe, mais ne justifie pas sa présence. Il est donc interpellé, son portable est fouillé, mais aucune photo n'est retrouvée. Après un avis du parquet, le ressortissant russe est finalement laissé libre, même si le responsable du bâtiment envisage de porter plainte. Alors après les étoiles de David ou les cercueils déposés au pied de la Tour Eiffel, est-ce une nouvelle opération d'ingérence russe ? Il s'agirait en tout cas d'une nouvelle forme de déstabilisation, cette fois avec des journalistes qui, grâce à leur statut et leur carte de presse, compliquent la tâche des services secrets. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Dans l'actualité également, le verdict au procès en appel de l'attentat de Nice en juillet 2016. 18 ans de réclusion pour les deux accusés, peine assortie d'une période de sûreté des 2/3. La Cour d'assises spéciale de Paris confirme le verdict prononcé en première instance. L'attentat de Nice avait fait 86 morts et plus de 300 blessés. Et puis ce 14 juin marque le coup d'envoi d'un été chargé sur le plan sportif. Ouverture du championnat d'Europe de football en Allemagne ce soir. La Mannschaft affronte l'Écosse. Coup d'envoi à 21h. La France fera ses débuts lundi contre l'Autriche à la même heure. Et puis J-42 avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Promis, c'est la dernière fois que j'utilise cette formule du J-. On connaît la liste des 14 candidats au rôle prestigieux de porte-drapeau, Martin Lange. Oui, ils sont 14 sur la ligne de départ. 6 hommes, 8 femmes, parmi eux Florent Manodou, Renaud Lavillenie ou encore la capitaine des Bleus, Wendy Renard. C'est un rêve. J'ai grandi à travers des grandes championnes comme Marie-Jo Pérec devant ma petite chaise en Martinique. Donc ce rôle de porte-drapeau, pour moi, l'incarner, ce serait un honneur, une fierté. Ils ont un peu moins d'un mois pour convaincre les 565 athlètes de la délégation tricolore de voter pour eux. David Lapartien, président du comité olympique français. Il faut faire d'une manière générale une sorte de campagne. Chacun a le même format vidéo, ce sera envoyé à tous les athlètes. Chercher à convaincre pour avoir les suffrages, c'est finalement pas illogique quand on est candidat à une élection. Rassurez-vous, tous promettent une campagne apaisée. Le boxeur Sofiane Oumia. On n'est pas des politiciens, on va pas aller démarcher, en tout cas pour ma part. D'autant qu'il ne faut pas perdre de vue l'objectif principal des Jeux selon le volleyeur Irvine Ngapet. C'est assez compliqué de faire campagne en préparation des Jeux. On est tous très concentrés dans l'objectif qui finalement est le plus important, c'est d'aller chercher la plus belle des médailles. Pour ne pas perturber leur préparation, les athlètes voteront par voie électronique. Le résultat sera annoncé le 12 juillet, 2 semaines avant la cérémonie d'ouverture. Quel dommage que cette campagne ne s'adresse qu'aux sportifs. J'aurais bien aimé qu'un sportif ou une sportive vienne frapper à ma porte. Bonjour, votez pour moi. Ah oui, ça aurait été sympa comme campagne, oui, ça. Mais non. Merci Christophe Lamarre, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1. À suivre dans 10 minutes, le jour où votre rendez-vous quotidien avec les archives d'Europe 1. Bonjour Lord d'Autriche. Eh bien, moi je vous dis de quoi nous allons parler dans un petit quart d'heure. On va parler de la fête du cinéma. La première avait lieu il y a presque 40 ans, en 1985. Ça s'appelait pas comme ça. À l'époque, il en sera question juste après l'invité actu d'Europe 1 matin, la politologue Chloé Morin. On va faire le point sur la situation à 2 jours de l'heure limite pour le dépôt des candidatures aux élections législatives.